La colonie des Sans-Mêlés a été créée parce que les demi-dieux sont rejetés. Il en va de même pour le camp Jupiter. Dans les deux cas, d'un côté leurs parents divins ne s'occupent pas d'eux, et d'un autre, le monde des mortels ne leur est pas adapté. Chacun doit donc apprendre à s'accepter par lui-même. Les héros de l'Olympe sont uniques et possèdent tous une zone de génie. Mais en réalité, ils ne sont pas les seuls car vous aussi en possédez une. Ainsi, comment apprendre à s'accepter nous-mêmes grâce aux héros de l'Olympe? Si tu veux la réponse à cette question, reste jusqu'au bout. Attention, cette vidéo contient des spoils des livres et a été réalisé à partir d'eux. Le scénario des héros de l'Olympe se déroule après Percy Jackson, toujours dans un monde imprégné par les mythes anciens. Grâce à Percy et Annabeth, Chronos a échoué, mais de nouveaux dangers émergent. Gaïa, la personnification de la planète Terre, souhaite détruire le monde. Elle considère que l'ordre divin établi est illégitime, destructeur et ingrat envers les puissances primordiales comme elle. Évidemment, nos demi-dieux préférés ne peuvent pas laisser ce drame se produire. Par conséquent, cette saga retrace l'aventure du couple Percy et Annabeth, accompagné de 5 autres demi-dieux qui, à 7, forment les héros de l'Olympe. Leur objectif, empêcher Gaïa d'atteindre le sien. Et pour ça, ils doivent réaliser une alliance. Vous allez me dire, comme dans la première saga. Sauf que là, le problème, c'est que les demi-dieux ne viennent pas uniquement de la colonie des Sans-Mêlés. Le monde qu'on connaît est en réalité beaucoup plus vaste. Cette alliance, elle doit être le fruit d'un rapprochement entre la colonie des Sans-Mêlés d'un côté, certes, mais aussi du camp Jupiter. Ce camp correspond en gros à la colonie des Sans-Mêlés, mais pour accueillir les enfants des dieux sous leur forme romaine. Maintenant que le contexte est posé, rentrons dans le vif du sujet. Les héros de l'Olympe illustrent à merveille le concept de zone de génie, c'est-à-dire les domaines où une personne excelle significativement par rapport aux autres. Déjà, évidemment, par les pouvoirs que possèdent les différents demi-dieux. Laissez-moi faire quelques rappels. Chaque enfant divin hérite grâce à son sang de pouvoirs spéciaux. Léo est fils d'Héphaïstos, alors il contrôle le feu. Piper est fille d'Aphrodite, donc elle a un charme hors du commun. Percy est fils de Poséidon, alors il contrôle l'eau. Et Annabeth est une fille d'Athéna, donc elle possède une pensée stratégique prodigieuse. Et c'est la même chose pour les demi-dieux venant du camp Jupiter. Hazel est fille de Pluton, Hadès en grec, alors elle contrôle les métaux. Franck est fils de Mars, Arès en grec, et a obtenu le pouvoir de se transformer en animal grâce à son héritage de Poséidon. Jason, fils de Jupiter, Zeus en grec, contrôle la foudre. Mais cette zone de génie prend aussi sens dans la personnalité de chaque personnage. Léo possède une véritable créativité technique. Vous voyez ce gigantesque vaisseau de guerre? Bah il s'appelle l'Argo 2 et c'est lui qui l'a construit afin de réaliser la quête assignée aux héros de l'Olympe pendant la saga. Léo est donc une première pièce indispensable du puzzle. Et pour comprendre la suite, rentrons davantage dans le déroulé de l'histoire. A la base, le camp grec et le camp romain ne s'aiment pas. Cette méfiance initiale est liée à la division entre les deux cultures. Alors, il est nécessaire qu'à l'équipe s'ajoute une excellente communicante. C'est le cas de Piper. C'est elle qui convainc Jason d'agir conformément à ce qu'il considère comme juste dans le héros perdu. Ainsi, le fils de Zeus devient un pont entre les deux groupes de demi-dieux. Et ça parce que Piper l'a incité à ne pas juste faire preuve d'allégeance sans réfléchir. Dans l'histoire, Gaïa instrumentalise la division entre les deux camps. Un exemple en particulier est frappant. Elle utilise les Eidolons, qui sont des esprits qui peuvent prendre possession de l'esprit de n'importe qui, afin d'obliger Léo à tirer avec l'Argo 2 sur le camp Jupiter. Et bien sûr, elle l'oblige à le faire sous les yeux d'Octave, déjà bien opposé à l'alliance entre les deux camps. Le rapprochement des colonies est le pire scénario possible pour Gaïa. Donc, au contraire, quand Octave prend le lead de l'opposition au camp grec, elle obtient exactement ce qu'elle désirait. Jason aurait pu choisir la facilité et rester du côté du camp Jupiter, mais il s'oppose à Octave parce qu'il comprend la nécessité d'une alliance pour vaincre Gaïa. Ainsi, il s'illustre d'une autre façon que Léo et Piper. Il possède un véritable leadership rationnel. Il sait prendre les bonnes décisions, même lorsqu'elles impliquent d'aller à l'encontre de ses sentiments. De son côté, Percy est son opposé. Dans le sang de l'Olympe, notre héros empêche Jason de tuer Michael. Ainsi, il empêche la création d'encore plus de haine entre les Romains et les Grecs. En vrai, Percy agit comme ça depuis le tome 1 de la saga originale. Il réagit toujours avec spontanéité. Littéralement, Percy se fight contre le dieu de la guerre et gagne 3 semaines après l'éveil de ses premiers pouvoirs. Ce qui est remarquable, c'est qu'en plus, il prend souvent la bonne décision. Percy possède un instinct de survie hors du commun. Mais on ne peut pas tout réussir sans réfléchir. C'est pourquoi la combinaison avec Annabeth, qui a une véritable clarté intellectuelle, est si efficace. Dans la marque d'Athéna, celle-ci résout l'énigme de l'Aranéide seule. De son côté, la clarté d'Hazel est plutôt morale. La fille de Pluton manipule la brume. À la base, cette force mystique empêche les humains de constater ce qu'il se passe dans le monde divin. C'est pour ça qu'ils ne se doutent de rien. L'objectif principal, préserver la santé mentale des mortels. Les humains n'ont pas été créés pour affronter l'existence du surnaturel. Mais il se trouve que la puissance de la brume est variable. Sous certaines conditions, elle peut brain même un dieu qui n'est pas attentif. En particulier si son esprit est troublé. La psychologie a un grand impact sur notre manière de percevoir la brume. Justement, cette force mystique obéit à Hazel car elle n'a plus peur de la réalité
et qu'elle a accepté le monde qui l'entourait autant que ses propres vérités intérieures. Même face à ses traumatismes, elle garde les idées claires. Et c'était pas gagné. Elle est responsable de la résurrection d'Alcyone, un géant servant les intérêts de Gaïa. Manipulée par sa mère alors qu'enfant, elle amassa des pierres précieuses qui permettraient la renaissance du colosse. Mais notre jeune héroïne fait preuve d'un discernement exceptionnel. En utilisant toute sa force, Hazel fit s'effondrer la cavité où elle se trouvait. Elle comprend la menace que représentait Alcyone, et elle se sacrifie pour retarder de plusieurs décennies sa venue au monde. Bon, on a parlé de Léo, Piper, Jason, Percy, Annabeth, Hazel, ainsi il ne nous manque plus que Frank. Le fils de Mars s'adapte comme personne, c'est sûr que son pouvoir de transformation aide, mais en plus, alors qu'il ne joue pas un véritable rôle de commandement sur l'Argo 2, dans la maison d'Hadès, il assure la direction de la Légion romaine fantôme après qu'ils aient refusé d'obéir à Jason. C'est parce que chacun possède sa propre zone de génie qu'ils apprennent à travailler en équipe qu'ils obtiennent des résultats. Bien sûr, les héros de l'Olympe sont une fiction, et vous êtes en droit de penser que ces zones de génie sont réservées à des personnages ou des personnes exceptionnelles. Pourtant, Albert Einstein, un des scientifiques les plus révolutionnaires qu'a connu l'humanité, disait lui-même « Tout le monde est un génie ». Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Si vous manquez d'estime pour vous-même, il est fort probable que vous n'ayez juste pas encore trouvé le domaine qui vous correspondait. Et quand on y pense, c'est un beau message de tolérance. Personne n'est supérieur à personne. En vrai, il n'y a probablement pas une seule personne sur Terre qui vous bat dans absolument tous les domaines. Par conséquent, on est différents et non pas inégaux. S'en vouloir pour ces défauts n'a donc pas beaucoup de sens car ils sont intrinsèquement liés à vos qualités. Si vous êtes trop perfectionniste, alors vous avez forcément le sens du détail. Si vous êtes impulsif, alors vous êtes rapide. Si vous manquez de confiance en vous, vous avez donc une grande capacité à la remise en question. Toute votre vie, vous vivrez avec des défauts, alors le mieux que vous puissiez faire, c'est de choisir lesquels. S'accepter et se pardonner malgré ceci est au contraire une preuve de courage. Et cette épreuve est beaucoup plus facile quand on se rend compte que tout le monde est dans le même bateau. L'exemple le plus parlant d'une qualité que certaines personnes ne pensent pas avoir à tort, c'est l'intelligence. Chaque personne a sa propre définition de l'intelligence. De ce que je constate, pour la majorité des gens, ça veut dire bon à l'école quoi. Ce point de vue est pourtant loin d'être universel. Une autre mesure est le QI, mais en vrai, celui-ci ne mesure que l'intelligence logico-mathématique. Au contraire, selon la théorie des intelligences multiples, le QI ne représenterait qu'un des 8 domaines d'expression de l'intelligence. Bon, trouver une définition n'est pas gagné. Quand on ne sait pas, mieux vaut s'appuyer sur la racine des mots. Intelligence vient de interlegere en latin, c'est-à-dire la capacité à faire des liens. Voilà encore une façon différente de comprendre les choses. Et la réalité, c'est que même si vous ne possédez aucun des trois, le jeu de la vie est loin d'être terminé pour vous. Qui que vous soyez derrière votre écran, je sais que vous avez un but dans la vie et que tous les autres ne sont que des sous-objectifs. Vous voulez être heureux. Vous avez raison, hein, c'est le plus important. Et je vous arrête tout de suite, il n'y a aucun contre-exemple. Tout le monde agit pour maximiser son bonheur individuel, même si parfois on n'en donne pas l'impression. Or, ça tombe bien, il existe autant de voies pour trouver le bonheur que d'êtres humains sur Terre. Mais là où je vous donne un bon point, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de s'épanouir en tant qu'être humain avec un talent. Ainsi, si vous estimez ne pas en avoir, on va remédier à ça tout de suite. Pour connaître votre talent, il existe 3 critères qui peuvent vous aider. Déjà, qu'est-ce que vous faites sans effort? Ce pourquoi vous êtes toujours motivé. Ensuite, en 2, qu'est-ce qui ne vous lasse jamais? Quelles sont les activités pour lesquelles vous ne vous dites pas « Waouh, j'en ai trop marre ». Pour finir, en 3, qu'est-ce qui impressionne les autres dans ce que vous faites? Ce sur quoi vous recevez des compliments ou juste des exclamations interloquées. Je vous rassure, ce sont des pistes et en aucun cas une vérité absolue. C'est pas sûr du tout que quelque chose corresponde à 100% aux 3 définitions. Mais vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai en aucun cas parlé du niveau, alors que pourtant c'est la première chose à laquelle on pense quand on parle de talent. Parce que si on a tous nos propres armes, c'est aussi de notre responsabilité de les cultiver. À quoi bon avoir des capacités si on ne s'en sert pas? Surtout que le talent le plus puissant, c'est pas d'être bon dans ce qu'on fait dès le départ. D'après une étude menée par Angela DeCourse, la persévérance et la passion long terme expliquent bien mieux la réussite scolaire et professionnelle que le QI. Vous ne rêvez donc pas, je ne suis pas idéaliste en disant ça, le meilleur talent que peut vous avoir donné la nature, c'est d'être passionné. Et quand on y réfléchit, on s'en rend vite compte. Si on compare le niveau de 2 personnes, une avec énormément de talent et une autre complètement dépourvue de celui-ci, en sachant que les deux ne sont pas entraînés, il y aura en effet une différence de niveau. Mais cette différence sera négligeable en comparaison de la différence avec une personne entraînée. En tout cas, dans la très grande majorité des cas. L'humain peut réaliser des choses choquantes avec de la volonté. Cette volonté est la mère de toutes les qualités, de toutes les vertus. Parce que c'est à partir d'elle que viennent toutes les actions. Prenons un exemple plus concret. Imaginons qu'on joue aux cartes. On n'arrête pas de jouer parce qu'on n'a pas perdasse. Non, on s'adapte. La donne peut être favorable ou défavorable, on fera de notre mieux pour gagner quand même. Honnêtement, je pense que la bonne mentalité à avoir, c'est que tout donner avec volonté, intelligence,
courage, discipline et résilience devraient suffire à être heureux. Après, évidemment, c'est toujours mieux d'atteindre ses rêves. Et ça tombe bien parce qu'il existe plein de façons d'arriver à un même objectif. Si l'homme avait cherché à aller sur la lune en volant, il essaierait encore. C'est parce qu'il a trouvé une autre voie qu'il y est parvenu. Et si votre problème à vous, c'est pas le manque de talent, mais le manque de sens, j'ai une autre proposition à vous faire. Parce que, qui que vous soyez, le monde a de la place pour vous et vous pouvez vous épanouir en le rendant meilleur. Il existe un concept japonais qui l'illustre à merveille. Il se nomme l'ikigai et est composé de 4 cercles superposés. Le premier représente ce que vous aimez, le deuxième ce en quoi vous êtes doué, le troisième ce dont le monde a besoin, et le quatrième ce pourquoi vous êtes payé. Au centre des 4 se trouve, selon cette philosophie, votre raison de vous lever le matin. Alors, je pense pas que ce soit si simple, mais c'est un outil supplémentaire que vous pouvez utiliser pour trouver votre zone de génie. Vous verrez, l'ikigai est différent pour presque tout le monde. Et je vous rassure, ce que je cherche à dire dans cette vidéo, c'est pas que le monde est merveilleux ou parfait. Il serait mentir de dire le contraire, certaines personnes naissent avec des talents plus utiles que d'autres. Si vous êtes doué pour vous rouler dans la boue, il y a peu de chances que ça vous aide. Mais je ne suis pas quelqu'un de défaitiste et je pense qu'il existe quand même des solutions. La réalité récompense les personnes qui savent se focus. Si vous partez avec des lacunes selon vous, alors vous n'avez qu'à concentrer vos efforts en peu de points pour maximiser les effets. Vous verrez, les conséquences en seront grandioses. Alors oui, il y a des chances que plusieurs domaines soient importants à vos yeux. Par exemple, moi, je cherche à réaliser les meilleures vidéos possibles, à écrire les meilleurs livres possibles, à être dans la meilleure santé que je puisse et encore plein d'autres. Mais pour chaque domaine où je décide de m'investir, il en existe 1000 où je décide de ne pas investir un seul effort et je vous recommande de procéder de la même façon. En tout cas, il est probable que vous ayez lu Les Héros de l'Olympe quand vous étiez plus jeune parce que le public cible reste adolescent, jeune adulte au maximum. Perso, j'avais 11 ans et même si je les lisais avec plus de naïveté, cette saga a vraiment eu un effet positif sur moi. De votre côté aussi, n'hésitez pas à me raconter votre expérience avec l'univers Percy Jackson en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que je vais vous lâcher des bangers comme ça toutes les semaines et ce serait dommage de les manquer. Je compte sur vous, ciao!